Quand les historiens décrivent l'année 1915 à San Francisco, ils se concentrent généralement sur le spectacle en surface. L'exposition internationale Panama-Pacifique, le scintillant palais des Beaux-Arts, la tour des joyaux étincelante avec ses milliers de gemmes de verre taillées et les 18 millions de visiteurs émerveillés par la Renaissance américaine après le tremblement de terre de 1906. Mais la vraie histoire, celle qui apparut à peine dans les journaux, celle qui reste encore aujourd'hui enfouie dans les notes d'archives, commença sous le front de mer. Elle débuta par un simple ordre de récupération de terre. Les ingénieurs reçurent instruction de préparer les vasières et eaux peu profondes de la baie de San Francisco pour les immenses terrains d'exposition. L'objectif était pratique, draguer le fond du port, pomper les sédiments sur les marécages et créer un sol stable pour des pavillons destinés à présenter l'innovation américaine au monde. Mais dès que les ouvriers commencèrent à excaver le fond de la baie, quelque chose d'inattendu se produisit. Ils percèrent des structures qui n'avaient pas été exposées depuis des décennies. Sous la boue et le limon, plus profond qu'aucune construction connue ne devrait atteindre, les équipes trouvèrent des charpentes métalliques et des boîtiers cylindriques ne correspondant à aucune infrastructure documentée. Leur conception était inhabituelle, leur fonction était floue, et les composants ne ressemblaient à rien dans les catalogues électriques de l'époque. Ils ne ressemblaient même pas aux systèmes électriques européens communément connus. Cela ne fut pas mentionné dans les rapports publics concernant l'exposition. Cela ne parvint pas dans les journaux célébrant la Renaissance de San Francisco. Mais dans les notes internes de cette année-là, une expression discrète apparaît sans cesse. Installation préexistante, configuration inattendue, origine inconnue. Le récit autorisé simplifia plus tard tout cela en équipement télégraphique abandonné, ancien appareil de signalisation maritime ou simplement débris mal identifiés de construction pré-séisme. Rien d'inhabituel, rien méritant discussion. Mais les photographies de dragage de l'époque, celles développées dans les sombres bureaux d'ingénierie pendant que San Francisco préparait sa grande célébration, montrent quelque chose de différent. Elles montrent des ouvriers debout près de tours métalliques, encastrés dans le socle rocheux, bien en dessous du fond de la baie. Des charpentes assemblées avec une précision bien plus serrée que tout rivetage de cette époque ne devrait permettre. Des boîtiers cylindriques avec mécanismes internes, ne ressemblant à aucune fabrication américaine connue, mais quelque chose de plus complexe, plus uniforme, plus délibéré. Et plus ils draguaient profond, plus les structures cessaient de ressembler à de l'infrastructure abandonnée, telle que nous la connaissons, et davantage à de la technologie submergée, cachée et délibérément oubliée. Au départ, les équipes de dragage tentèrent de tout catégoriser de la façon la plus simple possible. Anciennes fondations de quais, boîtiers de câbles abandonnés, débris du développement portuaire pré-séisme. Mais tandis que la documentation s'accumulait et que davantage de structures étaient découvertes, les incohérences se multiplièrent. Pourquoi certaines charpentes métalliques furent-elles construites avec des tolérances bien plus serrées qu'aucun atelier de fabrication de l'époque ne pouvait atteindre? Pourquoi certains composants avaient-ils des formes identiques, comme s'ils étaient produits en série plutôt que forgés sur mesure? Pourquoi certains systèmes s'étendaient-ils dans le fond de la baie, bien au-delà de l'empreinte de tout quai ou appontement documenté? Et la question troublant même les ingénieurs les plus expérimentés, pourquoi ces structures étaient-elles si sophistiquées? San Francisco en 1915 s'électrifiait rapidement. Pourtant, l'infrastructure sous certaines parties de la baie semblait construite pour une transmission d'énergie qu'aucun ingénieur contemporain ne pouvait identifier. Les équipes de dragage admirent discrètement entre eux que la conception et la précision ne correspondaient à aucune compagnie d'électricité connue. Et bien qu'aucun d'eux n'utilisât des termes comme technologie perdue, ils reconnaissaient quelque chose d'aussi troublant. Quelqu'un avait construit un réseau énergétique ici auparavant. Pas de simples lignes télégraphiques, pas de primitifs arcs lumineux, quelque chose d'entièrement différent. Tandis que la documentation augmentait, le silence aussi. Les rapports devinrent plus courts, les descriptions devinrent vagues. Les photographies cessèrent de montrer les vues les plus larges des découvertes.
Puis les zones d'excavation furent partiellement recouvertes à nouveau mi-1915, enfouies sous des tonnes de sédiments dragués là où nécessaire pour les fondations de l'exposition, et une grande partie de ce qui fut exposé retourna dans l'obscurité sous le nouveau remblai. Seuls des fragments demeurent, notes, quelques photographies et les témoignages discrets d'ingénieurs ayant vu les installations avant leur réenfouissement. Mais même de ce qui survit, un motif devient visible. Infrastructure trop avancée pour toute compagnie électrique connue. Composants trop précis pour la chronologie acceptée. Méthode d'ingénierie semblant héritée plutôt qu'inventée. Technologie paraissant appartenir à une ère de développement entièrement différente. Quand les équipes de dragage dépassèrent les premières couches reconnaissables sous le front de mer, les attentes étaient simples. Ils pensaient trouver de la vase, peut-être quelques vieux pilotis de quais et des vestiges épars de construction pré-séisme. Rien d'inhabituel, rien d'extraordinaire. Mais en quelques semaines, cette supposition s'effondra car au lieu d'une séquence nette de couches sédimentaires, les équipes découvrirent une grille d'installation technologique ne se comportant pas comme l'infrastructure abandonnée est censée se comporter. La première anomalie fut l'espacement. Chaque installation, trouvée près du quartier Marina, des eaux de Treasure Island ou de l'Embarcadero, semblait suivre le même motif géométrique, les mêmes intervalles de distance, les mêmes relations angulaires. Des emplacements différents ne devraient pas faire cela. Différents constructeurs, différentes finalités, différentes années. Ils ne construisent pas en parfaite harmonie géométrique à travers des kilomètres de front de mer. Pourtant, sous la baie de San Francisco, ils le firent. Des tours d'une section s'alignaient précisément avec des tours découvertes dans des zones complètement différentes. Des conduits électriques partageaient la même trajectoire, même séparés par des centaines de mètres d'eau libre. C'était comme si chaque composant faisait partie d'une grille originelle, une qui n'existe plus dans aucun registre de compagnie d'électricité. Tandis que les ouvriers draguaient plus profond, les structures devinrent plus étranges. Sous la vase attendue et les débris occasionnels de navires, ils commencèrent à rencontrer des installations ne ressemblant à rien d'équipement contemporain. Boîtiers bien plus grands, mécanismes internes bien plus complexes, configuration semblant trop mathématiquement exacte pour quoi que ce soit dans la chronologie documentée de San Francisco. Certaines structures paraissaient presque surconçues, tours cylindriques avec symétrie parfaite, fabriquées avec précision, ne correspondant pas aux usines rudimentaires de l'époque. Puis vint la découverte qui intrigua même les membres les plus conservateurs des équipes d'ingénierie. Appareils de transmission sans fil, pas de câbles, pas de fil, mais des charpentes métalliques conçues pour transmission par diffusion. Tours avec arrangement géométrique de bobines, boîtiers avec chambre de résonance, sections inférieures avec système de mise à la terre, n'ayant de sens que pour distribution d'énergie haute fréquence. Pourtant, il n'existe aucun registre historique de San Francisco ayant jamais eu transmission d'énergie sans fil avant 1915. Aucun document montrant une compagnie tentant l'électricité par diffusion à cette échelle. Rien n'expliquant pourquoi de grandes sections du fond de la baie furent équipées d'infrastructures ressemblant au système sans fil théorique de Nikola Tesla, mais construites des années avant les démonstrations publiques de Tesla et des décennies avant toute mise en œuvre pratique. Les photographies de dragage prises en 1915 montrent cela clairement. Ouvriers debout près de tours si hautes que les hommes paraissent miniatures en comparaison. Composants usinés si précisément que même aujourd'hui, les ingénieurs électriciens étudient les images d'archives avec incrédulité. Arrangement de bobines et résonateurs ressemblant à la technologie sans fil expérimentale, bien plus qu'à quoi que ce soit dont l'Amérique du tournant du siècle soit créditée. Mais le détail le plus troublant n'était pas ce qui apparaissait sur les photographies, c'était ce qui n'apparaissait pas dans les archives. Les rapports officiels écrits dans les mois suivant l'exposition mentionnent à peine ces caractéristiques. Certains dessins omettent entièrement les installations de tours. Certaines structures sont résumées par des termes vagues, comme débris maritimes ou équipements antérieurs,
même si les photographies montrent qu'elles étaient bien plus complexes que cela. Le silence est difficile à manquer, car si ces découvertes plus profondes appartiennent vraiment à des périodes historiques connues, pourquoi ne furent-elles pas décrites en détail? Pourquoi les systèmes de transmission inhabituels ne furent-ils pas documentés minutieusement? Pourquoi les photographies furent-elles dispersées parmi des firmes d'ingénierie privées au lieu d'être rassemblées dans un seul rapport municipal? Même certains composants levèrent des drapeaux rouges. Surface trop lisse, joints trop précis, enroulement de bobines trop uniforme, marque ressemblant moins à un assemblage manuel et davantage à de la fabrication de précision. Fabrication qui, selon la chronologie conventionnelle, n'existait pas quand ces tours furent de soi-disant construites. Plus les équipes draguaient profond, plus il devenait difficile d'intégrer ces découvertes dans le récit propre et linéaire du développement électrique de San Francisco. Car installation après installation, le fond de la baie commença à ressembler moins à de l'équipement télégraphique abandonné et davantage à un réseau électrique enterré. Un système construit, opéré et submergé à un moment avant l'histoire enregistrée, pourtant restant suffisamment intact pour que les ingénieurs de 1915 puissent reconnaître sa fonction, même s'ils ne pouvaient expliquer son origine. Quand les équipes de dragage poussèrent plus profond dans le fond de la baie, les découvertes cessèrent de ressembler à quoi que ce soit appartenant à une chronologie industrielle propre et ordonnée. Ce qu'ils commencèrent à découvrir furent des systèmes ne correspondant pas à l'ingénierie américaine, ne correspondant pas à la conception européenne et ne correspondant même pas entre eux dans un sens conventionnel. Au lieu de cela, ils formaient un étrange langage technologique, un semblant provenir d'une source unifiée, pourtant précédant d'une certaine manière tout dans le registre historique. Le premier choc vint avec les chambres de transmission elles-mêmes. Ce n'étaient pas de rudimentaires plateformes en bois ou de simples cadres métalliques. C'étaient des structures géométriquement parfaites, chambres façonnées avec dimensions exactes, boîtiers cylindriques maintenant leur forme impeccablement malgré des décennies sous l'eau, et cadres de distribution d'énergie disposés avec cohérence, presque comme les vestiges d'une grille maîtresse n'existant plus dans aucune archive. Certaines chambres étaient complètement scellées, encastrées dans du béton si dense que les ouvriers pensèrent avoir rencontré des formations rocheuses naturelles. Mais une fois ouvertes, elles révélèrent des intérieurs paraissant intacts depuis le jour où elles furent fermées. Parois métalliques lisses, composants ajustés, et machinerie soulevant plus de questions que de réponses. Puis vint la caractéristique intriguant encore les chercheurs aujourd'hui, les tours de résonance géantes. Officiellement, elles furent plus tard étiquetées comme fondations de phares abandonnés ou anciens supports de quais, mais rien en elles ne correspond à la construction maritime typique. Elles étaient trop symétriques, trop précisément conçues et trop parfaitement accordées, comme si elles furent conçues avec des outils capables de calculer les fréquences de résonance électromagnétique. Certaines tours étaient assez hautes pour s'être étendues au-dessus de la ligne d'eau avant submersion. D'autres contenaient des mécanismes de bobines internes paraissant conçus pour amplification d'énergie. Des ouvriers de 1915 les décrivirent dans leur correspondance privée comme antennes de diffusion, pas structure de support, mais dispositif de transmission avec fonction sans fil, bien que personne ne puisse dire quelle cette fonction aurait pu être, ou qui les construisit. Une autre anomalie apparut dans les systèmes de mise à la terre. Ce n'étaient pas simplement des plaques métalliques enfoncées dans la boue. Beaucoup furent intégrés dans le socle rocheux lui-même, positionnés à des angles n'ayant aucun sens conventionnel pour protection contre la foudre ou des charges statiques. Elles furent encastrées dans de la pierre précédant clairement toute colonisation américaine, connectées à des conduits courant horizontalement à travers le fond de la baie plutôt que verticalement vers la surface. Cela créa une possibilité inconfortable. Les bâtiments d'exposition en surface pourraient ne pas simplement reposer sur des terres récupérées, ils pourraient se tenir au sommet de quelque chose de bien plus grand, une infrastructure énergétique dont la fonction ne fut jamais enregistrée, jamais enseignée, et jamais expliquée dans l'histoire officielle de la ville.
Plus les ouvriers draguaient profond, plus les découvertes devenaient étranges. Des composants métalliques apparurent avec épaisseur parfaitement uniforme. Certaines surfaces furent finies lisses, presque sans friction. D'autres montraient des filetages coupés avec précision si nette que les machinistes modernes débattent encore quels outils auraient pu les produire. Mais la découverte causant le plus de confusion fut la composition matérielle de certains isolants. Certaines pièces furent faites de composés céramiques que les scientifiques des matériaux de 1915 ne pouvaient identifier. D'autres montraient que des structures cristallines ne se formant que dans des conditions bien au-delà de tout four de l'époque. L'explication officielle offerte plus tard, dépôts minéraux inhabituels, matériaux importés d'Orient. Mais cela n'explique pas pourquoi ces matériaux apparaissent dans des composants usinés, pas sous forme brute. Façonnés, traités, fabriqués en isolant électrique précis et condensateur. Ce type de science des matériaux requiert des techniques bien au-delà de la capacité du début du XXe siècle, bien au-delà de quoi que ce soit enregistré dans l'histoire industrielle américaine. Peu après ces découvertes, quelque chose d'inhabituel commença à se produire. Des chambres furent remplies de sédiments à nouveau, des bases de tours furent couvertes, des sections profondes du fond de la baie furent isolées du dragage ultérieur. Certaines de ces décisions furent officiellement étiquetées comme préoccupations de sécurité, nécessaires pour créer un sol stable pour les structures d'exposition au-dessus. Mais les décisions concernant quelles installations enterrer d'abord et quelles zones couvrir définitivement soulevèrent des questions discrètes parmi les observateurs, car les structures réenfouies immédiatement étaient toujours celles contenant la technologie la plus anormale. Les tours de résonance, les isolants céramiques inconnus, les systèmes de mise à la terre intégrés, les chambres de transmission semblant se connecter à une infrastructure s'étendant bien au-delà des terrains d'exposition. Ces conduits de connexion furent peut-être la découverte la plus mystérieuse. Ce n'étaient même pas des tuyaux aléatoires. Ils faisaient partie d'une grille organisée, un réseau de distribution d'énergie ressemblant moins à de l'équipement abandonné et davantage à un système continental. Aligné, standardisé, planifié, comme s'il transmettait autrefois l'énergie à chaque grande ville de la côte pacifique par un mécanisme souterrain et sous-marin que nous ne reconnaissons plus. Et pourtant, presque dès qu'ils furent découverts, beaucoup furent scellés à nouveau, leurs chambres remplies, leurs fonctions inexplorées, leur existence discrètement retirée des cartes subséquentes. Quand vous étudiez les dernières semaines du projet de récupération de terre de 1915, quelque chose devient impossible à ignorer. Le dragage ne se termina pas. Il fut arrêté. Pas achevé, pas conclu. Arrêté. Plus les équipes allaient profond, plus le ton de leurs notes changeait. Les premières entrées étaient confiantes, presque routinières. Mais vers la fin, le langage devient prudent, vague et étrangement incomplet, comme si quelqu'un d'autre contrôlait soudain ce qui pouvait être enregistré. Et c'est là que le mystère final commence, car les dernières installations découvertes sous la baie de San Francisco n'étaient pas ordinaires. Ce n'était pas de l'équipement télégraphique, ce n'était pas des fondations de phares, ce n'était même pas identifiable comme un type connu d'infrastructure. C'était quelque chose d'entièrement différent. Plusieurs rapports, les rares ayant survécu, décrivirent une technologie passant soudain du familier à l'inexplicable. Boîtier avec tolérance si serré qu'on ne pouvait glisser du papier entre les composants. Bobines de résonance enroulées avec précision que l'Amérique du début du XXe siècle n'était jamais censée avoir. Chambre de transmission construite pour distribuer une énergie bien plus grande que quoi que ce soit documenté dans la ville au-dessus, et conduit s'étendant au-delà de la zone de dragage, disparaissant dans l'obscurité sous la baie moderne. Mais voici la partie toujours enterrée. La technologie la plus avancée fut l'équipement réenfoui le plus rapidement. Des ouvriers décrivirent, remplir des chambres entières à nouveau, couvrir des fondations de tours, tasser des sédiments dans des installations tout juste découvertes. Ce ne fut pas graduel, ce fut immédiat.
L'explication officielle, préoccupations structurelles, délai d'exposition, pénurie de matériaux. Mais si cela concernait seulement les calendriers de construction, pourquoi l'infrastructure la plus sophistiquée, la plus précisément conçue, fut-elle scellée en premier? Et pourquoi les débris manifestement corrodés furent-ils laissés exposés pour documentation? Cela n'a pas de sens, à moins que ces découvertes plus profondes ne posèrent un type différent de menace. Pas une physique. Une historique. Car si l'infrastructure sous la baie de San Francisco montrait vraiment une ingénierie bien au-delà de la capacité du début du XXe siècle, et si certaines de cette technologie ne correspondaient à aucune compagnie électrique connue, alors toute l'histoire acceptée du développement électrique américain commence à s'effondrer. Imaginez ce que cela signifierait si une foire mondiale fut construite au sommet de quelque chose de bien plus ancien, quelque chose d'avancé, quelque chose d'ingénieux, quelque chose que nous n'avons pas construit. Imaginez ce que cela signifie si le fond de la baie n'était pas simplement de l'immobilier pratique, mais un terrain d'enfouissement délibéré pour une technologie défiant chaque supposition sur le moment où la transmission d'énergie sans fil devint possible. Et peut-être est-ce pourquoi les découvertes de 1915 furent discrètement réenfouies. Non pour protéger le chantier de construction, mais pour protéger le récit. Les photographies survivantes racontent leur propre histoire. Ouvriers debout près de tours paraissant presque modernes, composants ressemblant à des bobines Tesla des décennies avant qu'elles ne deviennent communes, systèmes trop intégrés, trop sophistiqués pour leur âge supposé. Ce ne sont pas le genre de découvertes que les historiens aiment expliquer, c'est le genre dont ils préfèrent ne pas parler du tout. Et cela nous amène à la question finale. Une question qu'aucune archive, aucun manuel, aucune publication officielle n'a jamais entièrement répondu. Pourquoi la preuve la plus avancée, la technologie la plus sophistiquée, l'infrastructure la plus anormale furent-elles scellées à nouveau sous la baie? Car quand vous prenez du recul, le motif devient clair. Les tours de résonance furent enterrés. Les chambres de transmission sans fil furent enterrées. Les isolants inconnus furent enterrés. Le réseau électrique intégré fut enterré. Et même des parties du registre photographique disparurent, presque comme si la récupération de terre avait accidentellement révélé un chapitre d'histoire qui n'était pas censé faire surface. Un chapitre plus ancien que le tremblement de terre de 1906, plus ancien que la colonisation américaine, plus ancien que le récit qui nous fut donné. Et pour un bref moment, en 1915, la baie s'ouvrit juste assez pour le montrer. Mais au lieu de l'étudier, ils le recouvrirent, l'enterrèrent, le remplirent, l'oublièrent ou prétendirent. Car si San Francisco se tient au sommet d'un réseau énergétique construit par une civilisation que nous ne reconnaissons plus, alors la vraie question n'est pas ce qui fut découvert en 1915, c'est ce qui d'autre se trouve sous les fronts de mer du monde. Quels autres ports, quelles autres baies, quels autres projets pratiques de récupération de terre couvrirent quelque chose qui n'était jamais censé être trouvé? Les pylônes d'énergie sans fil de 1915 n'étaient pas simplement de l'infrastructure abandonnée d'une ère oubliée. Ils furent un aperçu, un bref aperçu accidentel dans une version de l'histoire que nous n'étions jamais censés voir.